Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par CMJ en collaboration ici avec deux autres belles marques, hein, Semjus et WebRank Info. On va y revenir avec nos deux autres intervenants. On va laisser un petit peu de temps aux personnes pour se connecter. Vous êtes déjà beaucoup, mais il n'y a pas encore tout le monde. Donc voilà. On a beaucoup de bonjours dans le chat, je les vois tomber. Gaël, Katia, Frédéric, Mathilde, Alban, bonjour à tout le monde. Bonjour évidemment Damien et Olivier, qu'on va présenter tout à l'heure pour ceux qui ne les connaîtraient pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui les connaissent déjà. Et voilà, je vais laisser jusqu'à 11h02, 11h03 tout le monde pour se connecter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous faites, votre activité. Est-ce que vous êtes plutôt expert SEO? Est-ce que vous êtes plutôt côté CMO, marketing? C'est quoi votre casquette finalement? Ça nous intéresse pour voir un petit peu les profils de tout le monde. Et c'est toujours sympa en cette belle journée qui a l'air ensoleillée dans toute la France, si j'ai bien compris. À part le sud-ouest. Désolé pour les gens du sud-ouest, il paraît que c'est pas ouf côté sud-ouest. J'écoute la météo le matin. Donc voilà. Alors vous faites quoi dans la vie, tout le monde? Dites-nous, ça nous intéresse. Voilà, un responsable marketing pour Fabrice, donc super intéressant. Chef de projet marketing dans l'industrie. Voilà, c'est chouette ça, on voit tout le monde. Et comme ça, on voit un peu les profils des chargés de communication, des consultants stratégiques médias, des alternants. Ah ben, je crois que je te connais, Jade. Content manager SEO, traffic manager, chef de projet SEO, chargé de communication et de marketing. Voilà, des bons profils. Ah, le Sud-Ouest confirme un Tom Mossad. C'est pas de bol. Donc voilà. Oui, mais bon, faut bien que les cartes soient parfois un petit peu redistribuées. Donc, on commence à avoir pas mal de monde. Ah, Fabien, il est multicasquette, il fait tout, Fabien. Donc ça, c'est chouette. On a beaucoup de gens et c'est très cool. Je laisse encore une toute petite minute. Et puis, on va démarrer. Alors, je vais présenter le webinaire un peu de manière plus complète tout à l'heure, mais on va avoir besoin, et évidemment c'est le but, de beaucoup de vos questions, en fait, pour Damien, Olivier et moi-même, si vous le souhaitez. Donc voilà, préparez-vous pour vos questions, parce qu'on va consacrer beaucoup de temps, en fait, à vos questions. 30 minutes, je crois, me semble-t-il. C'est 30 minutes qu'on va consacrer aux questions et aux réponses, donc on va être vraiment très, très interactif aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre. Il y a l'air d'y avoir pas mal de monde. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, voilà. Intelligence artificielle, SEO et contenu, décryptage des tendances et bonnes pratiques pour 2025. On est le premier jour du printemps. 2025 a commencé maintenant, on est depuis 3 mois. Et puis, on a cette chance, en fait, de faire ce webinaire avec de belles personnes, j'ai envie de dire. Donc, Olivier Dufay, Damien Oulagnon et moi-même. Et je vais d'abord laisser Olivier se présenter à tout le monde. Oui, salut à toutes et salut à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Donc, je suis consultant en référencement depuis la nuit des temps, à savoir 2003 à peu près. Je suis le fondateur de WebRank Info, qui date de 2002. Et donc, je fais de l'audit et du consulting et de l'accompagnement pour mes clients depuis cette date. Voilà. Et en parallèle, j'ai une autre activité d'outils SEO au sein de la marque MyRankingMetrics. Donc, vous connaissez peut-être quelques outils, notamment RM Tech ou RM Console. Et ce qui nous anime le plus, c'est l'innovation et puis le contact humain qui complète très bien les outils. Voilà, et on est fiers d'être une entreprise française en France. Et apparemment, tu es le GOAT du SEO, d'après le chat, sache-le. Ah, super. Voilà, je te laisse te présenter à ton tour, Damien, et toi et ton entreprise d'ailleurs. Bonjour à tous, du coup Damien Oulagnon, je suis responsable SEO chez Semjus avec un gros bagage off-site. J'ai travaillé pas mal de temps sur le positionné, sur Next Level que détient Semjus. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe on-site et off-site du coup. Chez Semjus, qu'est-ce qu'on fait? Comme je viens de le dire, du netlinking et de la rédaction de contenu. Ça, ce sont les pans pour lesquels on est connu depuis assez longtemps. Et depuis peu, on est aussi sur le on-site
avec des audits SEO, optimisation on-page, on-site au global et de l'accompagnement SEO. Voilà, génial. N'hésitez pas à nous dire si vous rencontrez des petits problèmes techniques. Je vois qu'il y a 2-3 personnes qui ont des problèmes de son. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Petite confirmation pour voir si ça marche chez tout le monde ou si c'est... Ouais, c'est tout bon. Ok, ça marche, génial. Donc, je continue. Donc, merci Olivier, merci Damien. Moi, c'est Michel Beck, Customer Success Manager chez SMJ. Et donc, j'ai la chance d'animer ce webinaire et de travailler dans cette belle entreprise où on fait de la solution IA au service de l'excellence du contenu. Comme on peut le lire ici, on accompagne de belles marques, hein. Le groupe Seb, Les Furets, Ouest France, Leroy Merlin, Action contre la faim, etc. etc. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vous l'ai dit, on va découper en fait ce webinaire en deux parties. La première partie, on a déjà pris plusieurs questions et on s'est un peu attribué en fait les questions en fonction de nos champs de compétences à chacun et nous allons tenter d'y répondre. Et puis, dans la deuxième partie, vers 11h30 à peu près, on va laisser la place à vos questions à vous. Donc, on va avoir un espace de 30 minutes en fait, pour vous répondre live, sans filet. Donc, n'hésitez pas, posez-nous plein de questions. On va aborder pas mal de sujets. On va parler de l'intelligence artificielle. On va évidemment parler de contenu et bien sûr de SEO, de netlinking, vous l'aurez compris avec la présence de Damien. Et évidemment, l'impact en termes de business et de performance qui est évidemment ultra important dans nos activités. On a beaucoup de gens qui sont concernés, on l'a vu dans les profils qui étaient donnés tout à l'heure par notre belle audience. Je passe à la première question. La première question, elle s'adresse à toi, Olivier, et elle nous demande comment l'intelligence artificielle et SearchGPT, donc le volet recherche en fait de ChatGPT, vont redéfinir les intentions de recherche des utilisateurs en 2025. Elle est vaste, cette question. Oui, en effet. En fait, on parle surtout d'intention de recherche là dans la question. En tout cas, c'est par là que je voudrais démarrer. Ce que veut l'internaute, comprendre ce qu'il veut, a toujours été en fait un défi pour les moteurs de recherche. Donc, même si Google a fortement progressé sur ce secteur, je pense que les IA sont très efficaces pour comprendre l'intention de recherche en fait, en devinant le contexte, en allant au-delà des mots ou de leur signification. Ils vont comprendre leur signification. Enfin, comprendre, c'est un grand mot, parce que les IA ne comprennent rien en réalité, mais en fait, elles vont peut-être aussi être aidées par le fait que l'internaute se met à discuter. On rentre dans une ère conversationnelle, de recherche conversationnelle, et on arrive presque à une discussion. Donc, on va un peu oublier cette notion de j'ai une requête, j'ai une liste de questions, de réponses. Voilà. Là, c'est plutôt un échange. Finalement, ça devient presque plus humain. Je trouve ça assez paradoxal, cette recherche conversationnelle. Voilà. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de lien aussi, ça change beaucoup les choses. On a plutôt un résultat qui est déjà expliqué, formulé, mais de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des citations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des liens quand même vers des sites, ou alors il y a des marques qui sont mentionnées. Et c'est ça qui va finalement devenir presque le plus important, en tout cas dans ces outils-là, en tout cas. Le fait qu'il n'y ait plus de liens dans tous les cas, finalement, c'est ce qu'on appelle la recherche zéro clic. Et j'ai l'impression que ça existe déjà chez Google, même s'il y a plein de clics à faire, mais il y a des fois, les internautes, ils n'en font aucun. Parce qu'ils commencent à avoir des résultats trop bien formulés par Google, notamment avec les AI Overview. Donc nous, pour en revenir au sujet quand même du SEO, notre objectif en tant que SEO, c'est quand même de nous assurer qu'on soit présent aussi bien dans Google, toujours, parce qu'il domine encore largement le marché, quoi qu'on dise, mais aussi dans ces nouveaux outils. Donc être présent, il va falloir le vérifier, il va falloir le préparer. Déjà, moi, là, pour l'actualité récente, je remarque pas mal d'outils qui utilisent Bing. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, on se remet à s'intéresser à Bing Webmaster Tools. Alors moi, j'ai inclus par exemple Index Now, qui est une API de push, et pour être présent dans Bing, mais aussi finalement dans ChatGPT ou même Perplexity, qui a l'air d'utiliser ce moteur de recherche. Voilà. C'est que le début de tout ça, mais voilà un petit peu ma vision. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Damien, par rapport à ce que vient de dire Olivier, par rapport à ça?
Moi, ce sera plus sur les intentions de recherche où je suis plutôt d'accord avec Olivier sur le fait qu'on soit sur du conversationnel et que ça change beaucoup de choses, dans le sens où la short trend ne sera pas forcément traitée comme elle l'est sur Google, où les requêtes doivent être beaucoup plus longues quand même aujourd'hui, de mon point de vue, sur les outils d'IA, pour guider un peu plus la réponse qu'on attend. Donc finalement, ça rejoint le fait que ce soit du conversationnel, je suis 100% d'accord. Et pour Bing, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on peut rejouer un petit peu de la façon dont on jouait sur du SEO un peu old school. Je vais juste prendre l'exemple des EMD. Les EMD sur Bing, ça marche extrêmement bien, quand sur Google, ça marche un peu moins bien. Donc, aujourd'hui, en retravaillant sur des pans du SEO plus classiques, on va encore mieux ressortir sur les outils. Et ça, je trouve ça sympa avec. Oui, bah, je crois que vous avez quasiment tout dit et puis, en fait, finalement, la data qui nous manque encore un peu puisqu'en SEO, on aime bien d'analyser la data. En SEO, on a les mots-clés tapés, on a les volumes de recherche. Bah, là, sur les IA, on est encore un petit peu dans le flou avec tout ça. On ne sait pas encore exactement ce que les gens tapent, donc il faut faire pas mal de tests, faire pas mal de variations. Donc voilà, mais je pense qu'on aura bientôt de la donnée là-dessus. Donc ça va être intéressant de savoir parce que c'est sûr qu'on ne tape pas sur une IA de conversationnel comme vous l'avez dit Olivier et Damien, on ne tape pas la même chose en fait sur ChatGPT ou Perplexity que ce qu'on tapait sur Google. En fait, c'est plus du tout la même manière en fait de l'aborder. Donc voilà, beaucoup de belles choses à venir, beaucoup de tests à faire et c'est bien, ça rechallenge un petit peu tout le monde et c'est chouette. Donc voilà, et on va continuer là-dessus quand j'aurai retrouvé ma souris. Voilà, c'est bon. Quels sont les meilleurs cas d'usage de l'IA en SEO aujourd'hui et ceux à éviter? Alors là, c'est une double question et elle est ultra vaste et je pense qu'elle déclenchera aussi des réactions parce que Olivier, ta question, elle a déjà déclenché pas mal de questions connexes. Il y en a plus de 10 qui sont tombées derrière. Donc continuez, c'est vraiment génial. Ça va nous donner beaucoup de matière. Les meilleurs cas d'usage de l'IA en SEO aujourd'hui, il y en a tellement. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Trier les meilleurs, c'est pas facile. J'ai pas mal réfléchi à cette question. J'ai réfléchi à tout ce qu'on m'a demandé déjà côté client CMJ. Par exemple, un cas d'usage qui est vraiment très pratique en fait sur l'intelligence artificielle, c'est que vous avez des masses de contenu que vous devez mettre à jour avec des données factuelles. Il n'y a rien de plus barbant en fait que de faire ça. Imaginons que vous deviez le faire tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, avec par exemple des mises à jour législatives, des mises à jour de données démographiques, ce genre de choses. L'intelligence artificielle, elle va vous donner une accélération par rapport à ça qui va être géniale. Là où vous étiez obligé de vous tartiner, si j'ose dire, des contenus hyper rébarbatifs en fait à la main ou à l'aide de personnes et ça ne plaisait strictement à personne. Je donne un autre cas d'usage que moi j'aime beaucoup et que je considère dans les meilleurs cas d'usage, si vous voulez faire un méta-contenu. Par exemple, moi j'ai eu un cas, je pense que les gens d'ailleurs sont connectés. Vous avez un contenu sur, par exemple, la grippe, un contenu sur le rhume et un contenu sur la pneumonie. Vous avez 3 contenus sur votre site de santé. Vous voulez faire le méta-contenu de comment différencier en fait les symptômes en fait sur ces 3 contenus. Vous utilisez l'IA en fait pour ça parce que c'est pas très intéressant en fait d'écrire un contenu basé sur 3 contenus qui ont déjà été rédigés. Par contre, pour réécrire un contenu qui reprend les éléments clés de ces contenus, ça va être absolument fantastique en fait de le faire. Et pour l'avoir testé, en fait, le cas que je viens de donner là, ça donne de super résultats en fait de faire un cas comme ça. Et après, il y a beaucoup d'imagination en fait là derrière. Par contre, sur ceux à éviter, moi je dirais la première chose à éviter quand on va travailler avec de l'intelligence artificielle, et c'est pas mal de gens se sont plantés au début avec ça, c'est de se dire ok, c'est génial, il n'y a plus besoin de personne en fait pour rédiger des contenus, je peux totalement tout industrialiser, je clique sur un bouton et je rédige des contenus et c'est bon. Non, ils se sont très très vite fait démonter par Google ces contenus-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des tests au début de ChatGPT, je crois que 3 mois après, toutes ces pages-là étaient tombées, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier, Damien, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, l'indexation à court terme, c'est trompeur. D'ailleurs, je vais en reparler dans une autre question. Voilà. On en rejoint aussi la question de créer en masse. Je rejoins ton avis, là, par exemple, faire un comparatif avec l'IA, créer des tableaux, faire des synthèses. Ça, l'IA est très, très forte pour ça, beaucoup plus que nous. Si ça part de bons contenus, ça devrait créer une bonne synthèse et un bon comparatif. Et ça, je trouve que c'est un bon cas d'usage. Tout à fait.
Et toi, Damien ? Sur les cas à éviter, tu as donné le meilleur. De toute façon, hein, l'IA, c'est génial, ça marche tout seul. Je ne relis pas, j'en reparle juste après, moi aussi. Et pour les meilleurs cas, c'est de trouver l'équilibre en fait sur les tâches, comme tu disais, un peu trop répétitif, hein, et où la valeur ajoutée n'est pas la plus intéressante, pardon. Je vais prendre l'exemple de la métadescription, où effectivement, ça n'a pas de poids dans les moteurs de recherche, mais on va quand même la remplir dans le cas où, je dis bien dans le cas où ça apparaisse en plus de ça dans les résultats de recherche et que ça joue sur le CTR. À ce moment-là, ça, on peut demander à l'IA de partir de la page et de nous faire la métadescription très simplement. Et rapidement, on a toutes nos métadescriptions remplies sur le site pour lesquelles on n'aurait pas eu un grand intérêt à prendre le temps de les remplir autrement. Complètement. Je pense qu'on est bien d'accord. Et on a beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez compléter en fait la discussion là-dessus, vous n'hésitez pas à vous poser directement des questions dans le chat. On les triera par la suite et on vous y répondra. Et on va passer à une question pour Damien. Quelles sont les stratégies de netlinking efficaces et comment les adapter face à l'évolution du search en 2025 ? Ça, c'est intéressant. Ouais, complètement. Ça bouge pas mal, comme on l'a dit. Par contre, la règle d'or, ça reste toujours la même. Avoir à minima un on-page parfait, voire un on-site parfait. Par on-page, j'entends au moins donner la valeur en interne, en termes de maillage interne, aussi importante que celle qu'on veut donner à la page en termes de maillage externe, donc en termes de netlinking. Après, on a les optimisations classiques, dirais-je, avoir la bonne title, le bon contenu, bon H1. Mais l'exemple du maillage interne vs l'externe, il est pour moi hyper important parce que très souvent, on délaisse une page, elle est au fin fond de notre maillage. Et pour autant, on veut que ce soit celle-là qui reçoive des liens en externe. C'est pas 100% en adéquation, ma foi. Donc, c'est un des points de vigilance. Et quand je parlais du on-site aussi, c'est élargir à la strate globale du site. Typiquement, je veux ranker sur magasin plus Poitiers, par exemple, avec ma homepage. Si j'ai 50 pages autour qui ciblent des villes type Nantes, Lille ou autres très loin et que j'ai aucune antenne sur place, pareil, j'aurai du mal, j'aurai un boulet au pied côté on-site. Donc, il faut réparer ça avant toute chose. Et là, on aura du lien qui pourra donner. Aussi, vis-à-vis de l'IA, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, on fera quand même attention aux sites sur lesquels on achète, notamment aux pages, parce que si la page est mal construite avec une IA pas relue, d'une part, en termes de sémantique, on sera sur quelque chose de très approximatif. Et en plus de ça, à terme, la page pourrait être désindexée. Et sur la vigilance des sites sur lesquels on achète, après, la logique voudrait aussi qu'on fasse attention dans le sens où faut regarder la santé d'un site avant toute chose. Est-ce qu'il est en hausse de mots-clés ou pas? Est-ce qu'il est en pleine chute? Et notamment, suite aux mises à jour qu'il y a eu ces dernières années, beaucoup de sites d'édition ont pris une claque, pour le dire très poliment. Donc, il faut être vigilant sur ces points-là. Est-ce qu'ils repartent tout doucement ou pas aussi? Parce qu'il est difficile de repartir. Le simple fait de voir que ça redémarre, c'est très bien. Et pour rejoindre ce que disait Olivier tout à l'heure, la partie citation aussi, en 2025, quand on va acheter des liens, on va essayer de réfléchir aux différents canaux, dont l'IA, dont le GOE, en demandant à créer des contenus dans lesquels on va penser sémantique, mais aussi citation de la marque. On va acheter du lien comme on le faisait habituellement, mais peut-être penser aussi public rédactionnel, médias, et plus link baiting, comme ça on joue sur les différents tableaux. Là, tu es vraiment expert sur le sujet. Est-ce que, Olivier, tu veux ajouter quelque chose à toute cette belle expertise de Damien? Juste un tout petit point là, parce qu'il parlait des citations et puis il faisait le pont avec l'IA. Ce qui va être passionnant, je trouve, c'est de découvrir quels sites sont les plus souvent cités dans les IA. Quand je dis cités, attention, pour le cas particulier de l'IA, c'est quand c'est en source, c'est-à-dire qu'il y a un lien, d'accord? Et que ce sont des articles qui ont inspiré l'IA pour répondre et que ces articles eux-mêmes citent des sources, mentionnent des sources, allez, on va dire mentionnent. Et c'est là qu'effectivement on trouve en fait les supports sur lesquels il faut aller acheter des articles ou en tout cas être présent.
Complètement. Et moi, si j'ai une chose à ajouter, c'est faites attention à la qualité de vos liens, en fait, tout simplement, hein. C'est aussi bête que ça, mais c'est les fondamentaux du netlinking. Je pense, Damien, tu me démentiras pas là-dessus. Et je sais que chez Semjus, vous avez une bonne manière, en fait, de les monitorer, vous les classez je ne connais pas exactement vos métriques, mais je sais que vous les classez. Et donc, ça permet de savoir si mon lien va être de très bonne qualité ou d'excellente qualité. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est on ajoutera la notion de marque aussi sur un site, comme je disais, les sites éditeurs qui fassent attention à ce qu'ils ont créé. Avoir une image de marque auprès de Google, ce sera top avec. Complètement. Alors, celle-là, elle est pour moi, donc merci à tous les deux. Elle est vaste aussi. Celle-là, je vois qu'on a beaucoup de questions assez chouettes, en fait, et il y a beaucoup de choses. On va avoir beaucoup de choses à traiter. Je vous préviens, Olivier et Damien, ça va être chouette. Il faut se guider dans les réponses actuelles, alors. Ouais, exactement, mais c'est exactement ce que je vais faire. Donc, la question, faut-il toujours produire autant de contenu ou privilégier l'optimisation et les mises à jour en 2025 après de multiples core updates? Et d'ailleurs, nous sommes en plein déploiement d'une core update qui n'est pas terminée, hein, si je me souviens bien. Elle s'étale sur 2 semaines et elle a commencé la semaine dernière. Donc, c'est une question qui nous revient souvent. Et en fait, il y a beaucoup de manières d'aborder la question et il y a différentes réponses. Mais pour l'instant, en fait, le vrai juge de paix, ça reste Google. Il faut quand même rappeler qu'il y a une stat qui est apparue la semaine dernière aussi, qui est qu'en 2024, la part de marché de Google dans le search, ça a continué à augmenter. En fait, ça n'a pas du tout baissé. Il y a eu de plus en plus de recherches en fait, qui ont été faites en 2024, plus 22,3% en fait, de mémoire. En fait, c'était ça la stat. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout dans quelque chose qui bascule sur des IA de recherche, etc. Et en fait, l'idée en fait, de produire autant de contenu ou privilégier l'optimisation et la mise à jour, en fait, finalement, le but, la bonne question à se poser, c'est déjà qu'est-ce que vous avez besoin de produire par rapport à vos enjeux business. En fait, en réalité, c'est pas la peine d'accélérer pour accélérer. On va accélérer si c'est pertinent. Et comment savoir si c'est pertinent? On regarde aussi ce que fait la concurrence, mais surtout, on a besoin de savoir comment en fait, on se positionne par rapport à nos enjeux, à nos objectifs. Et est-ce qu'il faut plutôt produire des contenus ou privilégier l'optimisation et la mise à jour? Les deux. En fait, l'optimisation et la mise à jour, évidemment, il faut continuer à en faire. Il faut faire très attention à mettre à jour ces contenus dès qu'il y a des changements. Vous êtes dans l'assurance, vous avez des changements législatifs, vous mettez à jour vos contenus. C'est hyper important. Et c'est d'autant plus important à l'ère des IA aussi, puisqu'on a cet enjeu qui est apparu et qui a besoin en fait de contenu ultra frais et toujours bien d'actualité. Donc, il faut faire très attention à ça et évidemment bien connaître son actualité. Ça, c'est quelque chose qu'on répète, nous, par exemple, chez CMJ à nos clients tout le temps. Connaissez bien votre actualité pour toujours réagir. Ne faites pas des optimisations pour faire des optimisations. Et sur la production de contenu, vous n'allez pas évidemment produire 300 contenus pour produire 300 contenus, vous allez les faire avec un objectif en tête. Est-ce que vous développez des cocons sémantiques? Oui, vous pouvez continuer. Mais pour l'instant, en fait, on ne change pas en fait quelque chose qui fonctionne. On regarde ce que Google nous demande et Google nous demande toujours d'avoir un peu de la fraîcheur dans les contenus, des nouveaux contenus, des optimisations, des articles à jour et les IA, elles vont faire, à mon sens, exactement la même chose. Est-ce que tu es d'accord, Olivier? Je suis d'accord qu'il faut qu'on prenne du temps pour passer à la suite. On a plein de questions qui arrivent et on est en retard. Ça marche. Et toi, Damien? Plutôt d'accord. Importance de monitorer pour aviser entre on crée ou on met à jour. Ça marche. Et on passe sur une question qui est pour Olivier. Donc, il va falloir être clair et concis, Olivier, à ta propre demande. Comment les nouvelles mises à jour de Google changent la façon de travailler le SEO? Ouais. Alors, tout dépend un peu de ce qu'on appelle les mises à jour de Google. On pourrait revenir à 2023 ou 2024 parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des révélations, enfin des confirmations en tout cas pour le SEO, de quelques éléments qui sont dans l'algo de Google. J'en ai retenu 3. Le premier, c'est l'importance de ce que j'appelle la satisfaction utilisateur, c'est-à-dire que je vais au-delà de l'UX, l'expérience utilisateur. Un petit schéma très simple. D'abord, il faut réussir à être qualifié, c'est-à-dire avoir du bon on-page, pour reprendre le mot de tout à l'heure, être sélectionné et arriver dans le top 20 des SERP. Voilà, donc on a notre page qui sort dans le top 20. Et là, on va dire que Google il va ensuite nous tester avec des internautes qui vont voir nos résultats, ils vont cliquer, ils vont arriver sur notre site. Et là, il faut les convaincre.
faut les convaincre que la page, c'est la meilleure pour ce qu'ils cherchaient. Et ces données comportementales de l'internaute, elles sont majeures, elles sont massives, elles sont énormément écotées par Google. Donc, c'est bien l'internaute à la fin qui juge. Voilà. Le deuxième point, c'est la notion de qualité globale. Google n'avait jamais dit que ça existait. C'était soi-disant toujours page par page. En fait, non, on a su avec les leaks, par exemple, qu'il y a des choses qui sont faites par section du site, très intéressant, et même à l'échelle de tout le site. Voilà. Ça peut concerner le crawl, l'indexation. Donc, Google il va se baser sur la qualité qu'il connaît déjà pour savoir si ça vaut le coup de continuer à crawler et indexer. Ça peut être aussi le fait que les nouvelles pages créées, au tout début, elles héritent de certaines métriques finalement moyennes du site. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir suffisamment de pages de bonne qualité, parce que sinon, les prochaines que vous mettez en ligne, même si elles sont parfaites, eh bien, elles seront moins bien rankées, etc. Voilà. On a su aussi que Google s'intéresse à l'uniformité de la qualité des pages. Et ça m'a intéressé parce que moi qui ai mis en avant mon concept de page zombie, c'est exactement ça. Si vous avez trop de pages de mauvaise qualité, en tout cas tel que moi, mon outil RMTech permet de le repérer, eh bien ça dégrade le reste. Et puis je terminerai par un dernier point quand même, la notion de focalisation sur une thématique. Donc Google arrive à mesurer à quel point on est centré sur une thématique et pas éparpillé sur plein de thématiques de façon trop légère à chaque fois. Donc ça, c'était un sujet un peu plus nouveau. Voilà. Damien. Sur le multithématique, je vais rejoindre à 100% Olivier sur des tests où je me suis amusé justement à casser la thématique du site, sur des sites perso, j'entends bien évidemment. Et du coup, ça n'a pas du tout plu à Google. Retour sur la petite partie UX. Ces derniers temps, j'ai vu sur un e-commerce la barre de il reste tant de produits qui faisait que l'utilisateur restait sur le site parce que petit à petit, la barre diminuait. Et donc, forcément, on avait l'information en HTML au-dessus de manière naturelle, mais on arrivait à capter l'utilisateur grâce à ce petit outil-là. Donc, c'est hyper important et on voit les sites évoluer dans ce sens. Ça marche. Merci à tous les deux. Je n'ai rien ajouté comme ça en avance parce qu'effectivement, sinon, on prendra du retard et on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Il y en a énormément. Et je pense que vous avez tout dit. Du coup, on enchaîne sur toi. Damien, c'est toi qui parlais et c'est toi qui continue. Comment est-ce qu'on va prouver l'impact du SEO en 2025 face à d'autres leviers, notamment comme le paid et le social? Avant toute chose, certes, à terme, on va prouver que le SEO est moins onéreux et que c'est celui qui reste le plus dans le temps. Mais pour moi, ce qui est super important ici aussi, c'est de se dire qu'ils sont complémentaires. Et encore plus aujourd'hui. On va utiliser le paid pour tester une page, par exemple, au niveau de sa conversion. On va utiliser les réseaux sociaux, par exemple, pour découvrir des nouvelles niches aussi, que les outils type SEMrush ou autres ne connaissent pas forcément, où les volumes sur les outils les plus utilisés ne sont pas connus des internautes pour le moment. Et donc, juste avec les interactions sur les réseaux sociaux, on peut découvrir des niches comme ça. Sur les trends TikTok, on peut être très réactif également et créer des nouveaux contenus suite à cela. Mais très clairement, on parle bien souvent de synergie entre ces outils-là. C'est ça qui est le plus important. Donc, réussir à allier les deux, faire le test, découvrir ce que je viens de dire. Mais là où la différence se fera, effectivement, c'est dans le temps. Sur les réseaux sociaux, on va faire un push, ce sera ponctuel. Sur les réseaux sociaux, on va faire une publication qui finira par être noyée dans le flux. Quant avec le paid, on va faire du push sur les enchères, d'accord, mais quand on arrête, finalement, on peut tout perdre, du moins être beaucoup moins visible. Quand le SEO, une fois qu'on est positionné, sauf si mise à jour importante il y a, comme c'est le cas actuellement, ou changement de l'intention de recherche, la position qu'on a, à peu de choses près, on la gardera. Et donc, sur le temps, on s'y retrouvera bien mieux avec le SEO. Olivier, quelque chose à ajouter?
Ouais, je suis assez d'accord sur le côté pérenne du SEO. Après, on voit aujourd'hui le SEO d'une façon quand même beaucoup plus large qu'avant. On essaye de plus se centrer uniquement sur son petit site et son Google. Et effectivement, on voit le côté un peu omnicanal dont on parle de plus en plus. Et un autre complément, je pense aussi que Google n'aime pas quand un site fait tout son trafic par Google et surtout du trafic hors marque. Donc, en gros, s'il n'a pas de marque et qu'il n'y a pas de trafic qui vient d'ailleurs, bah, ça, c'est vraiment un site qui a été créé à 100% pour ranker et ça marche beaucoup moins qu'avant. Et je crois que vous avez tout dit. Et ça, on l'avait aussi vu, notamment dans les leaks, ce que tu viens de dire, Olivier, c'était ressorti, me semble-t-il. On va passer à une question pour toi. Elle est vaste aussi, celle-là, et c'est la dernière, c'est pas la plus légère, c'est la dernière dans celle qu'on a préparée, après on passera aux vôtres. Quels sont les plus gros pièges à éviter lorsqu'on veut scaler une stratégie SEO avec de l'intelligence artificielle? Ça, c'est une question intéressante. Oui, exact. Alors, juste en intro, en rappel, Google, il n'est pas contre notre utilisation de l'IA pour le SEO, mais il y a quand même des consignes à aller regarder, à aller lire peut-être entre les lignes. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans une production en masse, ça peut clairement être assimilé à du spam. Et donc, il faut vraiment faire attention à la qualité. Donc, ça, c'était un peu mon point de départ. Alors, j'ai essayé de trouver 2 ou 3 pièges. Le principal, je dirais que c'est de créer un contenu générique et sans âme. Voilà. Donc, si on va utiliser en masse de l'IA pour générer des contenus, on risque d'avoir un peu trop d'uniformisation ou de perte de qualité ou d'originalité. Voilà. Donc, la recette, c'est quoi? C'est en amont d'incorporer le maximum nos propres données, notre histoire, notre ADN, notre expérience. Quand je dis notre, c'est pas seulement celle de l'auteur, c'est censé être celle de l'entreprise. Et puis, en aval, évidemment, valider tout le temps par des humains, voilà, quelle que soit la quantité. Il ne faut pas négliger de vérifier la véracité, évidemment, de ce que nous sort l'IA. De temps en temps, on a des surprises. Moi, ce que je trouve difficile, c'est que c'est rare qu'il y ait des problèmes et donc on finit par oublier qu'il puisse y en avoir. Voilà. À la fin, donc, ce contenu doit être donc avec on doit reconnaître la marque, on doit avoir un ton unique, on doit avoir ses valeurs et tout. Ensuite, deuxièmement, le risque, c'est d'avoir du blabla avec ce que j'appelle la faible densité d'informations. Et pourtant, c'est un des éléments majeurs de l'algo de Google aujourd'hui. C'est la densité d'informations et la facilité pour l'internaute à trouver ce qu'il venait chercher. Donc là, je dirais qu'avec l'IA, on a tendance à produire des contenus trop longs parce que le nombre de mots, il ne compte plus, alors qu'avant, il comptait, on va dire, il coûtait. Et c'est un super piège, en fait, ça. Parce que si on fait un contenu qui est beaucoup trop long et qui est insipide et qu'on finit par plus trop savoir où est-ce qu'on venait chercher, ben on a tout raté, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à un conseil que je donnais avant même qu'on parle d'IA pour répondre à la question c'est quoi la meilleure taille de contenu. Je dis toujours faites aussi court que possible et aussi long que nécessaire. Et en fait, c'est pareil avec l'IA. Voilà. Et dernier point, pour moi, il est évident et il ne concerne pas que l'IA, c'est qu'il faut tester. Il faut toujours tester et valider que ce qu'on fait fonctionne. Voilà. Et un des pièges aussi, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on avait dit au tout début, c'est de tester à court terme. Donc, on teste pendant 2 semaines, 1 mois, puis on dit « Waouh, ça décolle, génial, allez hop, je fais x10, enfin 10 fois plus de contenu, puis après 100 fois plus de contenu, et puis après, on se prend un mur. » Donc, moi, je mesure toujours mes actions. C'est pour ça que je l'ai introduit dans mon outil. Je veux que ce soit facile. Donc, avec des données Search Console, par exemple, vous récupérez évidemment le trafic, mais aussi tous les détails. Sur quels mots-clés vous sortiez avant, après, avec quelle position et tout. Et si vous avez d'autres métriques à associer, peut-être des conversions, c'est idéal. Et puis, n'oubliez pas, faites ça régulièrement. Faites pas ça juste, je teste sur 10 pages pendant 1 mois et je suis content. Non, il va falloir tester souvent. Voilà. C'est mes trois principaux pièges à éviter.
Là, je pense que tu as mérité ton titre de GOAT du SEO parce que ça, c'était une réponse. Oui, Damien, mais c'était facile, j'avais eu le temps de préparer quand même. c'est vrai. Damien, Ouais, c'est important. Très complet. Attention à ne pas perdre l'humain au milieu de l'IA. Oui, et moi j'ajouterais simplement que pour ceux qui connaissent CMJ, vous savez qu'il y a des fonctionnalités qui correspondent à tout ce que vient de dire Olivier. Rédiger avec une brand voice, une IA qui a été entraînée sur votre tonalité éditoriale, la knowledge base qui permet de mettre vos propres ressources, vos propres documents à l'intérieur de l'IA, les sources additionnelles, le fact-checking en fait qui servent à ça, de caper aussi les générations sur des limites de mots, nos instructions personnalisées. Donc c'est raccord avec ce que vient de dire Olivier. Et voilà, je n'irai pas plus loin que ça et on va passer à vos questions puisqu'on a un petit peu débordé. On a débordé de 5 minutes, ça va, c'est pas extrême. Et on va passer à vos questions. Il y en a énormément. Voilà, il y en a vraiment énormément. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, il y en a qui ont beaucoup de votes. La première, elle va être pour toi, Olivier. Je crois que c'était d'ailleurs la première question qui a été posée. Elle a eu pas mal de votes. Elle est d'Olivia. Alors, je ne sais pas comment elle va apparaître. Alors, j'aimerais l'avis du GOAT du SEO français. Je lis sur LinkedIn des très grands experts SEO anglo-saxons qui disent que le SEO est mort avec l'arrivée des IA, plus de trafic organique et le peu de trafic organique qui viendra des IA sera un modèle que Google. Ah oui, d'accord. Donc, on n'a pas toute la question. On pourrait vouloir monétiser. Du coup, c'est vers le social, là où se trouve notre cible, que l'on devrait se tourner pour toucher et attirer. Donc, ma question, est-ce que le modèle SEO avec Google est mort du fait de l'usage croissant de l'IA ? Le fait qu'on aura moins de trafic organique, je pense qu'il faut être honnête, c'est vrai. On aura moins de trafic. Maintenant, est-ce que vraiment tout le trafic non qualifié, ou en tout cas qui ne générait pas de conversion, nous intéresse? Il va falloir un peu se détacher de métriques qui ne sont pas assez proches du business, c'est-à-dire des métriques de type du trafic, hein, tout simplement. Ou même encore pire, juste du ranking sur certains mots-clés. Ça, c'est vrai qu'il va falloir un peu plus le regarder de loin et se concentrer sur les conversions que ça génère. Mais on est en train de découvrir ce qui se passe parce que y a des choses qui se passent sur les moteurs IA. C'est en énorme croissance, mais ça reste très mineur pour l'instant. Donc, c'est vraiment un peu tôt pour dire que Google est mort, quoi. Ça me paraît un peu prématuré quand même. Je pense qu'on est bien d'accord. Damien, tu es d'accord ? On a souvent dit que Google était mort pour le coup, et ça n'a jamais vraiment été le cas. Après, je pense qu'effectivement, ça va rejoindre ma question, c'est de plus en plus important de penser multicanal, et ça peut nous protéger aussi si jamais ça finissait par être le cas pour Google. Mais les parts de marché, aujourd'hui, on s'y retrouve quand même largement encore. Largement. Et effectivement, comme l'a dit Olivier, ça monte effectivement les usages d'intelligence artificielle, mais dans l'impact sur le search actuellement, ça pèse encore vraiment pas grand-chose. Ça reste encore anecdotique et puis on verra comment ça évoluera. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme question ? Du coup, ça c'est quand même, je pense, assez intéressant. Elle est de Ludovic, l'un ou l'autre, hein, si vous voulez répondre. Est-il possible de checker son référencement dans les différents LLM ? Puisqu'on a dit de faire des tests, on a dit d'aller regarder, mais est-ce que c'est possible finalement de vérifier son référencement ? Et si c'est possible, comment on fait ? Oui, ça commence à arriver des outils qui font ça. Ce serait un peu prématuré que je vous dise que je vais en sortir un, mais ça me ferait bien plaisir. C'est un sujet majeur du moment, effectivement. On est obligé de voir l'évolution, on est obligé de savoir si on est mentionné, si on est cité avec un lien, ou quels sont nos concurrents, ou comme je disais tout à l'heure, sur quel site l'IA semble se baser beaucoup pour ensuite mentionner des marques dans ses réponses. Et donc, il faudra être présent dans ces médias, on va dire. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de notion mots-clés, résultats, et qu'on ne connaît pas les prompts que font les gens, et qu'en fait, c'est des discussions, et que les résultats changent quasiment à chaque minute, ou même quand on le relance, on a d'autres résultats. Donc, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un espèce de pool de prompts qui représente la thématique sur laquelle on voudrait être présent, et puis les tester tout simplement à une certaine fréquence sur les LLM,
Et puis, décortiquer les réponses. Est-ce que ma marque, elle est mentionnée? Est-ce qu'elle a gagné un lien? Et si ce n'est pas le cas, qui l'a fait? Est-ce que c'est mes concurrents? Ça arrive, ces outils, voilà. C'est vraiment des sujets sur lesquels il faut se placer. Ouais. Et apparemment, ça arrive chez toi, Olivier, hein, si j'ai bien compris. Ouais, je travaille dessus. Ouais. Je Ça, ne sais pas si je vais pouvoir le sortir, mais on verra. ça marche. Hyper intéressant. Damien, tu voulais peut-être dire quelque J'aurais chose? juste un petit point de vigilance sur le fait que les outils nous donnent des réponses très personnalisées aussi. Et donc, selon les résultats que je vais avoir sur une requête, tu n'auras pas forcément la même chose que moi. Et donc, difficile d'évaluer le référencement à ce moment-là. Mais sinon, aujourd'hui, le check le plus simple, c'est comme disait Olivier, c'est faire ses propres comptes et voir ce qui ressort. Et j'ajoute, moi, par rapport à ça, pour compléter ce que tu dis et qui est très vrai, c'est que si tu fais exactement la même requête à 15 minutes d'intervalle, tu n'as pas forcément exactement la même réponse et tu n'as pas exactement les mêmes sources non plus de citer. Donc, ça donne pas mal d'enjeux. Alors, du coup, question justement intéressante par rapport à ça. Je vais la prendre. Je ne sais pas si l'un de vous deux a une réponse. Alors, je ne l'ai pas ici, je vous l'avoue. Donc, si l'un de vous deux a la réponse, est-ce qu'il faut absolument mettre un LLM TXT dans nos sites? Pas de réponse absolue de mon côté. Voilà, pas plus pour moi, hein, très honnêtement. Ouais. Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein. Au début, j'ai cru que c'était l'équivalent du robot TXT, avec en gros des hello ou des disello, et en fait, absolument pas. C'est comme si on inventait un nouveau format pour faire digérer au LLM nos contenus dans un format pas HTML, mais plus proche de ce qu'ils aiment digérer. Donc, c'est un peu, je trouve, pour l'instant, ça fait un peu presque usine à gaz. Ça me fait presque penser à AMP quand on crée des deuxièmes pages, des deuxièmes versions de nos pages. Mais bon, évidemment, on surveille ça de près. Pour l'instant, je vois pas vraiment d'impact. Ça marche. Merci Olivier. Je vais en prendre une spécifiquement pour Damien que j'ai vu ici. C'est encore Ludovic. Quel est ton avis sur le relinking? Que ça fonctionne très bien. J'ai actuellement des campagnes où on a divisé le budget et 2/3 de ce budget-là, c'est du relinking pour le coup, avec un client historique. Où par contre, il faut faire les choses dans le bon ordre. On ne va pas faire du relinking pour faire du relinking. C'est une fois qu'on commence à performer, on va éviter en fait d'aller à fond sur une URL, lui envoyer que des liens en direct. Le relinking, ça fonctionne. Pourquoi pas les liens tier 3 aussi, donc le niveau au-dessus. On peut faire du lien indirect aussi, donc sur une page catégorie qui, elle, va linker la page sur laquelle on veut ranker. Mais oui, ça fonctionne très bien et ça fonctionne très bien depuis très longtemps pour le coup. Est-ce que, juste en 2 mots, tu peux rappeler pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est exactement le relinking? Bien sûr, le relinking, c'est faire un lien à une page qui, elle, nous fait un lien en direct. De sorte à ce qu'il y ait un rebond en fait de jus et que ce soit la page qu'on travaille qui finisse par recevoir le tout. Voilà, c'est une technique de netlinking qui est éprouvée et qui fonctionne très bien de mémoire. Alors celle-là, je vais la prendre, elle m'intéresse et je vous laisserai compléter. Je l'ai vue passer tout à l'heure, elle est d'Océane. Quels outils, pouvons-nous utiliser pour voir si nos contenus sont perçus comme de l'IA par Google? Alors ce qui m'intéresse dans cette question, c'est qu'en fait cette question finalement elle dit qu'Océane, a l'impression que Google va nous striker si on fait des contenus générés par intelligence artificielle. Alors je me permets ici, Océane, par rapport à cette question, Google ne va pas nous striker en fait parce qu'on génère des contenus par intelligence artificielle et toutes les core updates de 2024 l'ont bien montré. Google va nous striker si on fait des mauvais contenus, ce qui n'est pas la même chose en fait. On peut faire des mauvais contenus avec de l'IA et on peut faire des mauvais contenus avec de l'humain en fait. Si vous mettez demain quelqu'un qui connaît rien à l'assurance sur rédaction, assurance auto, assurance habitation, je pense que vous allez vite vous faire striker. Et si vous générez avec de l'IA, l'IA va générer un meilleur contenu que cette personne qui n'y connaît rien va générer. Et donc, de cette manière-là,
vous n'allez pas en fait vous faire striker. Ce que Google met en avant, et Olivier l'a bien expliqué tout à l'heure aussi de manière beaucoup plus complète, mais c'est ce qu'il veut, c'est qu'il veut de la qualité. Et la qualité, peu importe qu'elle soit faite par de l'IA ou par de l'humain, c'est pas un critère en fait que ça soit fait par de l'IA. Le critère, c'est un contenu qui répond à une intention utilisateur, qui apporte de la valeur, où on trouve facilement la réponse à une question, où on n'a pas de la longueur pour de la longueur, la fameuse notion de longueur dont Olivier parlait. Donc, ne paranotez pas. Ça, c'est mon message. En fait, sur Google va s'apercevoir que j'ai fait des contenus avec de l'IA. Non, si vous avez un contenu qui est avec de l'IA et qui est de qualité et qui a la même valeur qu'un contenu qui aurait été fait par de l'humain parce que vous l'avez bien vérifié, vous l'avez bien fait expertiser, vous avez bien nourri avec de la connaissance et vous avez bien adapté ça à votre tonalité éditoriale et tout est raccord, Google ne va pas vous sanctionner. Voilà, je laisse mes deux collègues compléter, si besoin. Non, c'est bon, tu as bien répondu. Ouais. C'est tout bon. On l'a depuis l'arrivée de ChatGPT, en fait. Cette question, elle revient souvent. Et donc, on répète en fait ce message. Il est maintes fois constaté. On a des contenus IA très bien faits, avec de très hauts niveaux de performance. Et on aura l'occasion notamment d'en reparler lors d'un prochain événement CMJ. Je pense que le problème vient justement des premières utilisations qu'il y a eu de ChatGPT. L'IA a forcément raison, c'est génial, et tout le monde a mis du contenu. Ce sont ces utilisateurs-là qui ont eu des problèmes par la suite parce que c'était tout simplement pas travaillé. Et on avait le même problème par le passé avec de la rédaction très peu chère et pas qualitative avec. IA, pas IA, le résultat était le même finalement. Oui, mais tu fais bien de le préciser. C'est peut-être une peur initiale en fait et qui reste un peu présente là-dessus. Mais attention à ça, parce que si on bloque en fait un peu trop sur cette notion-là, on se fait dépasser par des gens qui finalement s'approprient extrêmement bien l'intelligence artificielle et pendant cela ne se posent plus la question, voient que ça fonctionne, ont bien compris comment l'utiliser et prennent de l'avance. Donc voilà, petit point de vigilance ici. Ne pas être trop parano là-dessus et peut-être oublier effectivement les premières expérimentations. Peut-être Olivier, Damien, est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez sélectionner une question un petit peu dans le chat questions-réponses pour quelque chose sur lequel vous aimeriez répondre l'un et l'autre? Il y en a beaucoup, il y en a plus de 40 en fait des questions au total. Donc il y a un petit peu de tout, mais voilà, si vous voulez, en mode un peu plus participatif, que ça, je ne suis pas le seul à les sélectionner. Je regarde. Et continuez à en poser en attendant que Damien ou Olivier en prennent une. Il y en a une toute simple sur laquelle je viens de travailler pendant quelques semaines, donc je sais répondre. Index Now, c'est une technique de push pour prévenir Bing et d'autres moteurs qui utilisent Index Now qu'une URL est nouvelle ou mise à jour ou elle mérite une attention particulière en ce moment. Ça permet de vraiment faciliter en tout cas l'indexation dans Bing. Et comme Bing est utilisé par pas mal de monde en fait, ok, c'est des tout petits par rapport à Google, mais c'est le seul qui a comme ça ce genre d'impact, notamment Perplexity. Alors, Perplexity n'utilise pas uniquement Bing comme source, mais ça fait clairement partie des sources utilisées dès qu'il y a besoin de résultats frais. ChatGPT fait pareil, évidemment, avec la recherche web, quand on l'active, où là, il y a un partenaire direct avec Bing. Donc, moi, j'ai fait un test très récemment que j'ai montré dans une vidéo là, sur RM Console, à savoir une page orpheline mise en ligne sur le site. Je la pousse avec mon outil qui utilise IndexNow. Elle a été crawlée 7 minutes plus tard par Bing et quelques heures plus tard, elle était dans ChatGPT et Perplexity. Donc, je suis allé voir après dans les logs. Aucun des robots de ChatGPT et Perplexity n'était venu crawler la page. Parce qu'ils ont leur propre crawler aussi. Donc, ils pourraient très bien... Non, ils n'étaient pas venus. Et j'ai regardé pendant 1 mois après, ils n'étaient toujours pas venus. Et la page, elle sort très bien dans ces deux IA. Voilà. Donc oui, la réponse est oui. Et je trouve que c'est un levier. Enfin, on aurait tort de s'en priver, quoi, tout simplement. Okay, très clair. Est-ce que tu peux fermer la question, Olivier? Et Damien, si tu n'en as pas trouvé, j'en ai une pour toi. Mais c'est comme tu veux. Je t'en prie.
Eh ben, je vais te l'afficher tout de suite. Bah, je pense qu'elle va te plaire. Voilà, elle parle d'elle-même. Est-ce que le PageRank est toujours pertinent en 2025? Merci Romain de ta question. Bien sûr, ça reste au cœur de l'algo. C'est pour ça que Olivier le disait d'ailleurs tout à l'heure aussi, on continue à en faire du lien. C'est juste pour essayer de jouer sur les différents tableaux où on va travailler la notion de marque, le linking interne comme externe, comme je disais tout à l'heure, donc le PageRank, et les moteurs de recherche IA comme on le dit aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est toujours pertinent. Ça fait plusieurs fois que je vois ce sujet remonter ces derniers temps d'ailleurs. Oui, ça le reste. Ça reste, effectivement. On est bien d'accord. Donc, je vais fermer cette question et je vais en prendre une assez vaste aussi. Pour tous les deux. On a toujours du mal dans les audits SEO à pondérer tous les paramètres, performance du site, vitesse de chargement, EAT, fraîcheur et qualité des contenus, lien entrant, Damien. Avez-vous des recommandations sur la performance? Ça dépend. S'ils appellent performance, c'est sous-entendu la vitesse de chargement, c'est ça? Je pense, moi j'en déduis la même chose que toi. Ok. Bah, si vous avez une majorité de pages dans le rouge dans des signaux web essentiels dans Search Console, oui, c'est une priorité. Si c'est juste une minorité de pages qui ont des problèmes, faut pas investir dedans. Il y a des choses beaucoup plus rentables à travailler. Pour ma part, je dirais que le temps de chargement, les performances dites comme ça, faut aussi attendre de bien se positionner parce que les travailler en amont sur une URL, enfin sur une requête où on n'arrive pas du tout à ressortir, dommage parce qu'on n'a pas encore du trafic. Derrière, le trafic, faut l'assumer. On va rejoindre le sujet UX de tout à l'heure avec justement un temps de chargement correct. Je pense que c'est très clair. Damien, est-ce que toi, de ton côté, tu as pu sélectionner une question ou est-ce que tu veux que j'en sélectionne une? J'en ai une. J'en ai une parce que c'est suite à ce que je disais tout à l'heure sur les métadescriptions. Alors, il y a plusieurs parties dans la question. Un outil comme Yoast va servir à donner des premières indications SEO, on va dire. Mais s'il n'est pas configuré, typiquement, si je n'ai pas indiqué le mot-clé, déjà, il va me dire que ma page n'est pas optimisée. Or, elle peut être très, très bien travaillée. Et pour la métadescription, en fait, elle n'a pas de poids directement en SEO, dans le sens où qu'il y ait votre mot-clé dedans ou pas, comme l'indique Yoast d'ailleurs. Ça ne l'empêchera pas de performer. Mais il y a plusieurs choses. C'est est-ce que Google va l'afficher? Ça, il n'y a rien de garanti et encore moins aujourd'hui que par le passé. Google peut aller prendre une information dans le contenu, le mettre en tant que métadescription. Et ensuite, il y a la partie CTR. C'est pour ça qu'un outil comme Yoast indique de la remplir parce que derrière, ça peut amener au clic. Et c'est le clic qui, lui, va jouer sur les résultats SEO. Voilà, je l'avais repéré aussi, cette question, effectivement. Et je suis content que tu l'aies prise. Tu peux peut-être cliquer sur le petit moins pour la fermer. On va prendre une question ici qui est de Ludovica. Je la trouve intéressante et j'aimerais bien votre avis là-dessus parce que le prompt engineering et la question de Ludovica, c'est où se former au bon IA prompt engineering pour pouvoir bénéficier à fond en tant que marketeur des avantages de l'IA. Je trouve cette question intéressante puisque dès l'arrivée de ChatGPT, on a commencé à dire que tout le monde allait devoir se former à prompter et que tout le monde allait devoir devenir prompt engineer. Donc, on l'a énormément entendu. C'est un peu moins le cas maintenant. Pourquoi ? Parce que énormément d'outils, par exemple tels que CMJ, automatise une énorme partie des prompts. Donc, j'ai envie de vous poser la question et de retourner un petit peu la question de Ludovica là-dessus. Avant de se demander où se former au bon IA prompt engineering, est-ce que pour vous deux, c'est encore un sujet en fait, de se former là-dessus ou est-ce que vous pensez qu'on va de plus en plus aller dans le sens de l'automatisation des prompts? Finalement, connaître la logique, c'est intéressant, mais il va peut-être y avoir de moins en moins de prompts. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Oui, effectivement, je suis d'accord globalement avec toi qu'il y a moins besoin qu'avant d'être un expert du prompt engineering. D'ailleurs, on pourrait demander à l'IA de nous aider à faire les prompts et donc c'est un peu le truc serpent qui se mord la queue.
ce qu'il faut apprendre, c'est quand même à dialoguer en fait avec l'IA et à l'aiguiller vers ce qu'on veut et à lui dire là où elle s'est trompée ou ce qui ne nous intéresse pas. En fait, c'est apprendre à demander pour être sûr que la réponse nous plaise, en fait. Voilà. Après, pour rentrer dans vraiment les détails, et c'est ça, hein, le prompt engineering, je connais pas, j'ai pas de nom là comme ça en tête hein, de site, mais je sais qu'il en existe plein. J'en avais regardé il y a 1 ou 2 ans. Voilà. Il y a un très bon livre aussi qui s'appelle Hyperprompt de Flavien Chervet là-dessus. Très, très bon bouquin que je vous recommande si vous êtes intéressé par la notion de prompt. Un livre qui donne énormément de cas intéressants, de cas pratiques. Donc, ce n'est pas un bouquin de théorie, c'est un bouquin où vous mettez du ChatGPT ou autre IA à côté, vous prenez le bouquin et vous pouvez directement jouer avec. Voilà. Donc, merci Olivier pour ta réponse. Je vais prendre celle-ci de Fadel. Google Core Vitals, Major Update de mars, vos insights, comment est-ce que ça va nous affecter et quand est-ce qu'on peut constater des changements officiellement? C'est la question qu'on a toujours eue avec les Core Updates, c'est les gens, on est en plein déploiement d'une Core Update et les gens viennent nous demander comment est-ce qu'on fait pour voir les changements, comment est-ce qu'on s'adapte à ça et comment est-ce qu'on monitore ça? Ma réponse à moi, c'est on fait strictement rien. On commence, autrement dit, on commence par attendre. Là, on disait qu'elle prenait 2 semaines. Donc, à minima, attendre les 2 semaines, voire un peu plus. Là, regarder si ça a bougé et à ce moment-là, monitorer, tester et comprendre ce qui s'est passé, puis aviser. Mais comme tu disais, Michel, finalement, sur toutes les mises à jour, c'est la question comment je fais, c'est en train de bouger. Finalement, il faut attendre que ça ait fini de bouger parce qu'il y a aussi des rollbacks pendant les mises à jour. Et donc, on se serait peut-être précipité à faire une modification pensant que c'était dû à notre dernière action. On va la corriger. Finalement, elle était bonne. Voire, on a donné des informations en plus de ça à Google sur les optimisations qu'on avait mises en place. Donc, vraiment, attendre. Très clair. Quelque chose à ajouter, Olivier, de ton côté? Oui, carrément. Il ne faut pas se précipiter. Par contre, si on sent une grosse baisse dès le début, malheureusement, c'est quand même souvent ce qui se confirme. J'ai rarement vu des gros changements dans les 15 jours. Ça arrive, hein, mais la tendance que je vois, moi, c'est plutôt que les premiers jours montrent quand même la tendance. Imaginons qu'on se soit pris vraiment une méchante gaufre. Je ne vais pas attendre 15 jours ou 3 semaines avant d'essayer de faire des choses. Par contre, je ne vais surtout pas les mettre en prod. Donc, ce que je vais faire, c'est analyser le site. Je vais faire un audit et, comme je dis tout à l'heure, la qualité globale de l'ensemble du site, elle joue un rôle majeur aujourd'hui. Donc, pendant ces 15 jours, au lieu de rien faire, comme c'est à la fois vrai et pas vrai, voilà ce que je voulais dire. Hein. C'est pas qu'on fait rien, c'est qu'il faut rien surréagir et mettre en prod. Ça, c'est clair. Mais c'est exactement le moment pour aller analyser le site et dans ses recoins, quoi. Voilà. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'IA, ne pas s'emballer trop vite quand ça fonctionne et de commencer à industrialiser quelque chose. Et quand il y a une core update, effectivement, ne surréagis pas. Donc ton message, et ça on l'a bien compris Olivier, c'est de ne jamais surréagir avec le SEO. Donc je vais en prendre une toute dernière. Toute dernière. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Je vais prendre celle-ci pour conclure. Pourriez-vous parler de la tendance zéro clic et les démarches à se positionner dans les réponses affichées par Google? Donc le zéro clic, on connaît, hein, la fameuse position zéro qui donne la réponse qu'on attendait et puis on ne clique pas sur le site. Et zéro clic qui est aussi forcément présent et sur les IA de recherche notamment. Damien, Olivier, l'un ou l'autre, hein, si vous voulez. Allons-y. Avoir une réponse claire à une question pour commencer et avec des informations assez fraîches aussi. Ouais, très factuel. Je reprends Non, mais oui, il faut une réponse factuelle, c'est ça que je voulais dire. Et également, je reparle de ma densité d'information. Si votre contenu, on met des 3 plombes à comprendre la réponse, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc ça, on est très habitué depuis qu'il y a les positions 0, qu'on ne répond pas avec 20 lignes quand on peut répondre avec 3 ou 5. Voilà.
Mais je pense que cette tendance zéro clic, elle va augmenter, hein, on est d'accord. Et pas que dans les IA, parce qu'aujourd'hui, Google, il ne fait pas exactement la même chose que, mettons, ChatGPT, même s'il commence un peu à le faire, par exemple aux États-Unis avec les AI Overviews. Mais pourquoi il ne le fait pas? Enfin, il le prépare, on l'a vu avec l'IA mode, hein, le mode IA. Tout simplement parce que, un, ça lui coûte trop cher, beaucoup plus cher, et deux, il gagne beaucoup moins d'argent avec. Mais sinon, il le ferait là tout de suite, il le ferait. Et là, on verrait les tendances zéro-clic augmenter en flèche. Mais donc, ça va arriver quand même. Ça va arriver, mais ils y vont doucement. Tant qu'ils restent à peu près bons en part de marché, bah, ils n'y vont pas trop. C'est un peu ma vision des choses. Voilà. Ça marche. Merci à tous les deux. Et là, on va passer à la conclusion. On a 2 minutes de retard, donc ça va, on a bien tenu le timing. Merci à tout le monde pour vos questions. Elles étaient très intéressantes et on va passer aux 3 derniers conseils à retenir. Je te laisse commencer, Olivier, puisque c'est à toi. Ah bah moi, je vais juste lire ma réponse. Hein. Votre priorité, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Voilà. Votre page doit correspondre à ce qu'il espère trouver. Voilà. Et ça joue. Ça rejoint un des points que j'avais donné au début. Hein, c'est que pour en arriver là, il faut avoir déjà fait tout un boulot en amont, on-page, off-page, etc. Mais à la fin, le juge, c'est l'internaute sur votre page. Et quand on parle du X, pitié, ne me dites pas que c'est le temps de chargement. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'expérience utilisateur. Et donc, ça va jouer. C'est aussi bien le fond que la forme qui vont être importants. Voilà. Je te rejoins complètement. Et je laisse Damien nous donner son bon conseil de conclusion. Moi, ça va rejoindre mes 2 questions du début, finalement. C'est de penser multicanal, penser marque, justement, être sur les différents leviers. On travaille le SEO, on travaille le GEO, mais on va travailler aussi les leviers, comme on disait tout à l'heure, le paid, les réseaux sociaux, le fait de devenir une entité nommée, vraiment être une marque, penser multicanal, ce sera un gros plus et justement obtenir du trafic de ces différents leviers. Voilà, merci Damien. Et pour ma part, je vous l'ai déjà dit, mon conseil, c'est de produire des contenus à très haute valeur ajoutée, d'utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées. Les tons de voix, c'est important, entraîner l'IA avec vos tons de voix. Les sources additionnelles, il faut la nourrir l'IA avec des sources de qualité. Et le but, évidemment, c'est toujours de bien répondre aux intentions utilisateurs, puisque on pense aux utilisateurs avant tout. Je pense qu'Olivier et Damien sont d'accord là-dessus. Donc voilà, un grand merci à toi, Olivier, et à toi, Damien, parce que c'était beaucoup d'éclairage, c'était très intéressant. Les questions n'étaient pas faciles, on avait une audience engagée et qui était très investie. Donc merci aussi à toute notre belle audience. Et cette belle audience, elle va pouvoir revenir nous voir très bientôt, donc les 8 et 9 avril, avec notre événement AI Scope. On va parler d'IA. On va parler d'IA dans le marketing et le SEO. On va parler avec 5000 personnes. On va avoir 16 conférences. C'est du jamais vu. En fait, vous connaissez nos SEO Square. On n'est jamais monté SEO en termes de conférences. C'est 100% en ligne. C'est gratuit, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Inscrivez-vous. Michel, du côté marketing chez SMJ, vous a mis le lien dans le chat. Et plus on est de fous et plus ce sera génial. Donc, un grand merci à toutes et à tous. Merci Olivier, merci Damien, c'était top. Merci pour l'invitation. Ouais.